Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oak Island Research pour un nouvel épisode aujourd'hui qui s'intitule Tout est connecté. Alors, cette vidéo va être un peu plus longue que les autres, mais je pense que vous n'allez pas regretter le temps investi à la regarder. Des découvertes assez extraordinaires que je vais partager avec vous. Et tout est parti d'un de nos viewers sur la chaîne française qui s'appelle Romain, qui m'a envoyé un mail. Et le temps que je réagisse et que je comprenne et que je m'applique au modèle, ça va très très loin. En fait, le titre porte les explorations qu'on va faire aujourd'hui. Et oui, tout est connecté. Alors, c'est pour moi et pour Michael, la portée de cette vidéo, parce que j'ai déjà partagé ça avec Michael, pour nous, c'est aussi important que ce qu'on a trouvé sur le Graal de Rochefoucauld et quand on a décodé la carte de Zina Alpern. C'est une vraie, oui, j'ose dire, c'est une révélation. Et ça m'occupe l'esprit depuis quelques temps parce que c'est assez énorme ce que je vais vous montrer. J'ai dû diviser cette vidéo en chapitres parce que on va fouiller, on va aller assez loin, on va prendre du temps, mais encore une fois, croyez-moi, ça vaut le coup. J'ai intitulé le premier des 4 chapitres, La diagonale de Romain. Pourquoi? Parce que Romain, et bonjour Romain, qui m'a contacté via mon email, m'a fait remarquer que le motif qu'on voit là à l'écran, qui ressemble et qui est le motif qu'on a construit dans le Razès autour de Rennes-le-Château il y a 2 vidéos, donc il y a environ un mois et demi, ce motif, on pouvait le refabriquer autour de Paris, plutôt dans le bassin parisien et en Île-de-France. Et au début, j'ai dit ok, mais je comprends pas parce que je vois pas les points. Et en fait, ce qu'il m'a dit, je vous ai copié le mail en bas, procède de la même façon que ton modèle que tu as fait sur Rennes-le-Château, en commençant par la fameuse ligne à 45 degrés qui avait été découverte par Simon Miles et peut-être avant lui par Henry Lincoln. Et Romain, ce coquin, Romain m'a dit, tu commences par le château de Chambord, tu tires ta ligne à 45 degrés jusqu'à la basilique Saint-Rémy, et après, tu fais ton travail que tu sais faire. J'ai écrit à Romain il y a 2 jours en disant, Romain, j'ai juste fait un mail très laconique en disant, mon Dieu, tu sais pas sur quoi t'as mis le doigt, en m'indiquant ça. Et il me répond, Romain, tu m'as répondu, si, je sais bien, mais je suis pas sûr parce que vraiment ce qu'on a trouvé, je suis pas sûr que tu l'avais identifié. Et c'est ce qu'on va travailler ensemble. Donc, 1000 merci à Romain, déjà, pour m'avoir donné l'idée, m'avoir un tout petit peu harcelé pour que je la considère. 1000 merci à Michael, puisque Michael Brahman, mon copain d'Oak Island américain qui a sa chaîne Dot to Dot et qui est un peu maintenant un spécialiste de la géométrie et de Google Earth, a revu et a corrigé tout mon travail là-dessus. Et ben, on est parti. On va aller explorer ce qui se passe avec cette fameuse ligne à 45 degrés qui prendrait son ancrage sur le château de Chambord et sur la basilique Saint-Rémy de Reims. Alors allons-y dans cette aventure. Donc là, c'est mon Google Earth. Je vérifie juste que la vidéo est bien en train d'enregistrer pour pas que j'ai besoin de le faire 2 fois. A priori, oui, tout est en ordre. Donc c'est Google Earth avec Rennes-le-Château. Hein. On a laissé il y a 2 vidéos avant que je m'attaque au jardin et au domaine de Saunière dans la vidéo précédente. On avait laissé cette architecture et j'avais précisé que c'était bien la croix de Nolan puisque la hampe est positionnée à un endroit très particulier qui est un point de correspondance avec beaucoup d'axes autour de ce domaine. Et Romain m'invite, donc j'ai gardé les grandes lignes roses et vertes. Hein. Rose, c'est le méridien de l'Observatoire de Paris et vert, c'est le méridien de Saint-Sulpice, qui sont des fils conducteurs dans Rennes-le-Château. On va monter plus au nord, vers Paris, et on va faire exactement ce que Romain nous propose. Donc on commence au château de Chambord. Il est ici. Alors j'espère que Google Earth m'a... Oui, c'est bon. Le château de Chambord est ici. Il est relativement récent, mais il faut savoir qu'avant que le château soit posé ici, le château moderne, il y avait des constructions et une forteresse médiévale à cet endroit-là. Ce qui va être le cas de beaucoup de châteaux modernes, qui en fait, antérieurement, étaient des places fortes, construits un peu avant la guerre de 100 ans, et qui sont devenus des châteaux de parade, plus des châteaux militaires, si vous voulez. Une autre particularité, rappelons-nous, si on connaît le contexte de Rennes-le-Château, c'est la comtesse de Chambord qui a payé les réparations de l'église Sainte-Marie-Madeleine quand Béranger Saunière est arrivé dans le village de Rennes-le-Château et a découvert que l'église était à 2 doigts de s'effondrer. C'est la comtesse de Chambord qui lui a fait un virement. Une coïncidence, on va en rencontrer plusieurs. Donc, du château de Chambord, Romain me dit, construis une ligne à 45 degrés, allons-y, elle est là, 45 degrés par rapport au nord, on le voit bien. Et elle s'arrête à la basilique Saint-Rémy de Reims. Alors, je vais dézoomer un petit peu.
Paris est en haut. Château de Chambord, c'est une sacrée ligne. Hein. Entre Chambord et Reims, il y a combien de kilomètres entre Chambord et Reims? Regardons rapidement, je vais le mettre en kilomètres. Alors, je le fais à la grosse maille. Hein. Il y a quand même 250 km sur cette ligne. Et il me dit, cette ligne à 45, elle atterrit à Reims, ici, sur la basilique Saint-Rémy. Alors, moi, j'ai pris l'intersection des deux axes de la croix qui forme le toit de l'église. Romain avait pris le jardin ici. Sur une distance de 250 km, si on fait une erreur de 30 mètres, vous allez voir, les approximations sur ces distances sont assez... c'est assez hallucinant, les niveaux de précision qu'ils avaient atteints. On va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est la basilique Saint-Rémy. Petite note en passant, notez bien, c'est une basilique, c'est pas une cathédrale. Et je vais y revenir là-dessus. On a connecté une basilique à un château. Si on revient en arrière, hein, qu'on dézoome et qu'on revient à la ligne et qu'on la suit, qu'est-ce qu'on trouve sur cette ligne? Alors, je vais redézoomer. Eh ben, ouais, 250 km. Hein. Le premier point d'intérêt qu'on va trouver, c'est le château de Loury. Il est ici. Il fait office de mairie maintenant dans le village de Loury. Il est juste là. Je vais vraiment zoomer. Vous allez voir des tours. Hein, les tours 1, 2, 3 ici. Le château de Loury qui est maintenant une mairie. Ça devait être... Tout ça, le parc qui est derrière devait être le site du château médiéval. Et je vais revenir dans mes slides PowerPoint pour vous montrer l'importance de ce château dans l'histoire. Peut-être pas de France, je n'irai pas jusque là, mais quand même. Donc le château de Loury par rapport à cette ligne, je vais maintenant le mettre en mètres. Il est situé à 400 mètres de la ligne rouge. On va continuer. Et le prochain point qu'on va rencontrer, c'est le château d'Ivres-le-Châtel. Il est là. Coïncidence assez fantastique. La ligne verte du méridien de Saint-Sulpice, qui est utile dans Rennes-le-Château, passe, alors là on est à 5 mètres, hein, 15 mètres, de cette tour par laquelle passe exactement cette ligne à 45 degrés. À un tel point qu'on se demande si le château n'a pas été mis là pour faire ça. Ça c'est vraiment très particulier. Et on va revoir un peu ce château et ses propriétés dans un deuxième temps. Quel est le point d'intérêt suivant qu'on va rencontrer sur cette ligne? Ce n'est autre que le château de Fontainebleau. Il est où? Il est là-haut. Château de Fontainebleau. Et alors là, encore mieux, on passe par le jardin et on passe à quelques mètres de cette fontaine. Et on va voir que dans notre histoire, autant les châteaux sont intéressants, autant les parcs, les jardins et les fontaines sont aussi intéressants. Donc on n'est vraiment pas loin du château de Fontainebleau, on est dans le château, dans le parc, et on est presque au centre, si on regarde les distances, encore une fois, par rapport à ce cercle. Hein, on est à 70 mètres du cercle. On sait que dans nos géométries, souvent, c'est les tangentes qui sont utilisées. On est à 30 mètres en termes de tangente, on est à 30 mètres. Sur une distance de 250 km, fallait viser juste. Hein. Ils n'avaient pas de GPS. Ils avaient les étoiles. On va y revenir. Donc c'est un point d'intérêt très particulier. Surtout que si on regarde la longitude. Ah, je sais jamais, je suis nul à ça. Ça, c'est la latitude. 48 degrés, 24 minutes, 0.0000. Il a été placé, ce château, à une coordonnée d'un méridien. On pourrait appeler ça le méridien de Fontainebleau, comme on avait le méridien de la Val-d'Ur dans Oak Island. Et on voit que les concepteurs adorent utiliser des méridiens avec des nombres pleins. Petite remarque, il y a cette fontaine avec ce grand bassin. En haut, il y a le jardin de Diane. Diane de Poitiers, certainement, je sais pas. J'ai pas regardé, mais maintenant que je viens de le voir, parce que je viens de le voir à l'instant, je l'avais pas vu, on va voir que Diane de Poitiers, elle a résonné dans cette histoire. Et on voit qu'il y a une fontaine ici. Eh bien, ce qui est intéressant de voir, alors est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. C'est que si je relie ces deux axes, le centre de la fontaine, des deux fontaines en fait, eh bien je croise ma ligne à 45, exactement à 90 degrés. On est pile à 90 degrés, et ça fait des angles droits. Encore une coïncidence. On continue notre route sur cette ligne à 45. Le prochain, c'est le château de Beaulieu, qui est ici. Alors, il n'est pas exactement sur la ligne. Et juste à côté, j'ai le château de Jouy-le-Châtel, qui n'est pas exactement sur la ligne non plus. Je ne sais pas si les deux sont valides. Je ne sais pas si on devrait les utiliser ou pas. Le château de Jouy-le-Châtel est un peu plus près de la ligne. Beaulieu, pas... On va regarder un peu les distances. Beaulieu, il est environ à 1,4 km, alors que Jouy-le-Châtel, il est à 750 mètres. 750 mètres sur 250 km, hein, l'approximation. Après, quand on construisait un château, est-ce qu'on avait le loisir de le construire où on voulait? Ça dépendait des sols, ça dépendait
du terrain, des propriétés. Je peux pas conclure sur ces deux châteaux. Mais voilà cette ligne A45 qui est jalonnée de places et d'endroits plutôt intéressants. Et si on se penche sur ces endroits un peu plus en détail, allons-y, je reviens à mon PowerPoint. Le château de Loury, le voici. Alors maintenant c'est une mairie, c'est pour ça qu'il y a le drapeau français dessus. Ça ressemble pas à une bâtisse médiévale de forteresse, mais j'ai fait un travail de recherche sur les dates de construction très fréquemment, avant ces châteaux plutôt modernes, style Renaissance ou un peu avant, des années 1500-1600. Du temps de François Ier par exemple, il en a revampé quelques-uns. Il y avait des places fortes à ces endroits, il y avait des choses qui étaient construites bien avant. Et on va voir ça après dans une espèce d'histographie avec des dates. En faisant mes recherches sur le château de Loury, je suis tombé par pur hasard sur une page web, celle d'en haut, dont le propriétaire ne laisse pas d'adresse email. J'ai pas pu le contacter pour partager le fait que j'allais faire une vidéo et lui demander l'autorisation d'utiliser des morceaux de son site. Et on peut, c'est peut-être conspirationniste, c'est un mot fort, mais le gars il y va fort avec des histoires d'énigmes et autres, mais là ça résonne. Loury, il est sur l'axe. Lui, il l'identifie, il l'a vu, le château de Loury, il est bien sur l'axe Chambord-Fontainebleau. Je suis pas le premier à le découvrir et je pense que, Romain, je sais pas comment, il faudrait que je te demande comment tu as découvert cette ligne à 45. Est-ce que c'est d'autres informations? Tu l'as trouvé par toi-même? Tu m'as pas dit, je serais curieux de savoir. Donc le petit château aujourd'hui, c'est une mairie qui comporte une étrange plaque qui affirme « Dans cette enceinte, le grand François Ier trouve toujours jouissance nouvelle où il est heureux. Ce lieu suave recèle fleur de beauté Diane de Poitiers. » Alors qu'on a vu qu'il y avait la fontaine de Diane, à l'instant je l'ai découvert avec vous il y a 3 minutes, au château de Fontainebleau. Donc la personne dit « Cette inscription accrédite fortement l'hypothèse d'un jeu de piste dont Loury serait un indice, etc. » Là, ce qui est intéressant, c'est que le découpage des groupes de lettres ne respecte pas les mots, les majuscules sont placées n'importe où, il y a des anomalies qui font ressembler à l'inscription d'un message codé. Si vous êtes un peu intéressé par Rennes-le-Château et la stèle de la tombe de, je crois que c'est Marie de Nègre, elle a été codée comme ça. Et on voit bien qu'il y a des choses qui devraient pas y être et que les mots sont coupés à des endroits... Il y a quelque chose avec ça, j'y ai passé une demi-heure, je n'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'on révèle par ça une géométrie particulière? Ça pourrait coller avec ce que je vais vous montrer maintenant. Si parmi vous, il y a des crypto-fans, des cryptologues, des cryptophiles, je vous en prie, attaquez le rébut, hein, on est parti. Et vous avez l'adresse du site qui est en haut, je la mettrai dans les, dans les commentaires et les informations de cette vidéo. Mais tout ceci est bien étrange. Sur cette ligne A45, on trouve ce château, et sur ce château, on trouve une plaque qui apparemment est codée. Prochain château, celui qui est à l'intersection de la ligne A45 dont on parle, et le méridien de Saint-Sulpice, c'est le château d'Ivres-le-Castel. Alors là, pas de doute, c'est un château fort médiéval, hein, c'est un château robuste, et on verra les dates à la fin. Fontainebleau, le voilà, je vous l'avais fait via Google Earth avec sa fontaine, magnifique, Fontainebleau. Et on finit notre voyage sur la ligne A45 à la basilique de Saint-Rémy de Reims. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo ce que c'est une basilique par rapport à une cathédrale ou une église, si vous ne le savez pas. Moi, je l'ai redécouvert en faisant cette vidéo. Voilà cette basilique Saint-Rémy de Reims. Et il y a un truc très particulier dans cette basilique, qui encore, j'ai découvert, c'est toujours le même fil, c'est marrant, on dirait qu'on suit le même fil avec cette personne, toujours sur son site, sur la même page, parce que lui, il suit la piste de François Ier qui était au courant d'un secret. Avec la salamandre qui fait le chiffre 8, etc. Et en fait, je ne savais pas, et on apprend, hein, que dans la basilique Saint-Rémy, il y a 8 tapisseries. 8 tapisseries qui commandent une teinture. Alors, elle a été commandée par François Ier. Cette teinture, ou ensemble de 10 tapisseries, pardon, 10, raconte la vie mythique de Saint-Rémy, blablabla. Une évidence me saute aux yeux, la 8e tapisserie de la teinture ne doit pas être très catholique. Ah. Pourquoi? Chaque tapisserie comporte des textes sous la forme de 4 quatrains. 1 quatrain, 2 quatrains, 3 quatrains, il y en a un que j'ai pas sur l'image qui traîne. C'est la structure des 10 tapisseries, des 10 morceaux. Sauf la 8e. La 8e, elle a... La 8e qui comporte en plus des 4 quatrains un disque supplémentaire, un distique supplémentaire, un ensemble de 2 vers. Ces 2 vers exceptionnels disent « Puis que Havès veut ce beau mystère, je vous supplie de le taire. » Et en fait, il a raison, la façon dont on orthographie aujourd'hui un puits
un puits comme le puits de la fortune. À l'époque, on l'écrivait puits, de la même façon qu'on écrit le mot puits qui veut dire maintenant après, ou le début de puisque. Et donc, cette personne sur son site dit, il y a peut-être une double lecture. On peut le lire ainsi, puisque vous avez vu ce beau mystère, je vous supplie de le taire, ce qui est déjà en soi assez étrange. De quel mystère on parle? Quelqu'un l'a vu, il ne faut pas en parler. Pardonnez-moi. Mais une deuxième lecture serait, le puits que vous avez vu, ce beau mystère, je vous supplie de le taire. Et cette personne qui a le site, lui, focalise sur le puits qui est l'escalier du château de Fontainebleau, qui révélerait un secret, etc. Moi, je pense, après les recherches, et je pense que vous allez penser comme moi après la vidéo, que le puits dont on parle, que quelqu'un a vu, qui est un beau mystère, et qu'il ne faut surtout pas en parler, c'est Oak Island et c'est le puits de la fortune. Mais je m'avance beaucoup, alors que je n'ai rien prouvé. Continuons. Maintenant qu'on a notre diagonale établie, de la même façon qu'on avait utilisé pour Simon Mile et ses indications pour Rennes-le-Château, la droite à 45, on va faire la même chose dans Google Earth, c'est-à-dire qu'on va finir de construire un carré, dont cette ligne à 45 degrés, et la diagonale. Alors c'est relativement simple, je vais refermer ça. C'est relativement simple, hein. On va faire de la géométrie nord-sud, est-ouest. Bon, j'avais fait une petite erreur dans mon premier modèle et Michael, hier, m'a refourni des fichiers avec tous les angles sont parfaitement droits, les distances sont les mêmes. Et voilà le carré qu'on trouve. Et de la même façon qu'à Rennes-le-Château, les extrémités ne correspondent pas nécessairement à des lieux particuliers. Je vais enlever ce 90 degrés là de Fontainebleau parce qu'il m'ennuie visuellement. Donc voilà où on en est dans notre construction. Et qu'est-ce qu'on a fait dans Rennes-le-Château? On est allé chercher, on a découvert que l'église de Campagne-sur-Aude fermait le triangle avec un angle à 80 degrés nous permettant de créer une croix de Nolans. Et dans ce cas-là, c'est la basilique Notre-Dame d'Alençon. Tiens, encore une basilique qui va fermer le carré avec deux droites à 45 qui forment un angle de 80 sur lequel on peut installer une croix de Nolans. Alors, la croix de Nolans, elle va s'appuyer sur la bisectrice de cet angle, hein, qui divise l'angle de 80 en deux angles. Et voilà, la même construction du modèle géométrique dans le nord de la France, basé sur des diagonales comportant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de référence. Quand on compare, pour rappel, au modèle d'Oak Island, c'est le même. C'est le même, sauf qu'on a utilisé là des pics, on a utilisé des églises et on a utilisé des châteaux. Mais c'est le même principe. Ce qui fait qu'on peut tracer une croix de Nolans. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. N'importe quel angle à 80 permet de fabriquer les bases d'une croix de Nolans. Je ne l'ai pas fait. On ne l'a pas fait avec Michael parce qu'on est à peu près sûr du modèle. Et le modèle dit, parce que je suis passé vite, mais si vous regardez et que vous zoomez, regardez où la hampe est positionnée dans le modèle de Romain. La hampe, elle est positionnée pile à l'intersection, non pas maintenant... de ce point que j'ai appelé la hampe sur le dessin de Rennes-le-Château et qui correspond à plusieurs intersections d'angles spécifiques. Mais là, c'est carrément l'intersection du bord du carré avec le méridien. On le recalculera avec Michael, mais ça semble évident que, encore une fois, cet instrument géométrique, architectural qu'on appelle la croix de Nolans, avec la hampe et ses extensions, a servi de modèle apparemment à cette structure. Alors, si on commence à dater la structure géométrique, on peut avoir une idée sur la date de la croix de Nolans. J'y reviendrai parce que c'est une des conclusions, une des grandes conclusions qu'on a dans cette mécanique. C'est la datation et c'est qui est derrière tout ça. Donc voilà mon modèle. Et jusque-là, rien de neuf. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va revenir à notre PowerPoint. J'en étais où? J'en étais à la construction du carré. Très bien. Une petite remarque. Ça fait deux basiliques qu'on rencontre dans notre histoire. C'est quoi la différence entre une cathédrale et une basilique? Michael me l'avait demandé avant-hier, je ne pouvais pas lui répondre, donc j'ai fait des recherches, c'est assez simple. La cathédrale, c'est l'église principale d'un diocèse, où généralement on y trouve un évêque. C'est de là que vient son nom. Cathèdre, c'est le siège réservé à l'évêque. Et on note que les cathédrales, Chartres, Reims, Amiens, Notre-Dame, sont plus vieilles, on verra ça dans les datations, que les basiliques dont on est en train de parler. Et les cathédrales ne servent pas au modèle. On relie souvent les cathédrales aux Templiers, à une connaissance cachée, aux francs-maçons. Étonnamment, dans cette mécanique et cette géométrie,
on n'utilise pas les cathédrales. Là, on est à la basilique, là, on est à Alençon. Il n'y a pas de cathédrale à Alençon que je sache. Mais à Reims, il y a une basilique et une cathédrale. Et c'est pas la cathédrale qui a été utilisée pour tracer la droite à 45, c'est une basilique. Et ça va avoir une certaine importance dans la suite de notre déroulé. Une basilique, c'est n'importe quelle église pour laquelle le pape décide qu'on l'élève au rang de basilique, soit parce qu'elle est construite sur le tombeau d'un saint, soit parce qu'il y a les reliques de ce saint à cet endroit, soit parce que c'est un lieu de pèlerinage, soit parce qu'il a envie de l'élever au rang de basilique et qu'il n'a pas de raison à donner. Donc en fait, quand vous trouvez une basilique sur votre chemin, c'est qu'un pape à un moment a décidé, pour une raison ou une autre, ces 3 raisons, mais peut-être d'autres, d'élever au rang de basilique une église commune. Intéressant. Donc là, on a affaire à 2 basiliques, ce qui veut dire que ce n'est pas les églises principales du diocèse, c'est 2 églises X qui ont été élevées au rang de basilique. Celle d'Alençon, elle était relevant de basilique en 2009. C'est hyper récent. On y reviendra. Donc je remonte le modèle qui avait été proposé par Romain, on l'a refabriqué dans Google Earth pour pouvoir travailler après, donc 1000 merci Romain. Et il a reporté à cette échelle-là la croix de Nolan, et on voit que la hampe, elle est pile dans la coïncidence. Et ici, j'ai le fameux château de Hiver sur je sais plus quoi. Pas mal déjà, hein. Déjà c'est sympa de trouver la même architecture que dans le Razès basé sur ces châteaux, et d'où la question qu'on s'est posée avec Michael, qui était là le premier. C'est cette structure qui a inspiré Rennes-le-Château ou c'est celle de Rennes-le-Château qui a inspiré celle-ci? On a eu un débat de 10 minutes. On n'a pas conclu, hein, on n'est pas sûr de notre coup. Alors voilà quelques dates des châteaux et de ce qu'on trouve sur cette ligne et sur cette géométrie. Quand les commentaires, c'est ce que j'ai pu trouver sur différents sites, principalement sur Wikipédia, mais aussi des sites touristiques ou des sites des châteaux eux-mêmes. Et souvent, on nous dit ça date du XIIIe siècle. Ben, moi, XIIIe siècle, c'est entre 1200 et 1299. Comme je ne sais pas, je mets la moitié. Voilà quand j'ai raisonné, quand j'ai pas la date exacte. 1250 pour Jouy-le-Châtel. Mais Jouy-le-Châtel, il n'est pas exactement sur la Lune. Ivres-le-Châtel, lui, il est exactement, puisque c'est même l'intersection avec Saint-Sulpice. 988 les premières fondations. Fontainebleau, qui a été repris par François Ier, 1150, trace d'un château remontant au XIIe siècle. Alors c'est peut-être 1199, c'est peut-être 1101, j'ai pas la date. Loury, sur lequel il y a la plaque avec l'énigme, 1050. Chambord, on croit que Chambord, il est magnifique, il a été créé en 950 les premières fondations. Donc on a des châteaux qui forment cette ligne à 45, qui en gros vont de 950 à, on va dire, 1100. 150 ans. Et beaucoup ont été faits en même temps, les mêmes siècles, les mêmes années. Et puis on a nos 2 basiliques. La basilique Saint-Rémy de Reims avec cette fameuse tapisserie sur laquelle il y a cette énigme à propos d'un puits. Encore une fois, on est dans la zone 1050. Et il reste la basilique d'Alençon qui ferme le carré et qui nous donne la croix de Nolan. Il semblerait qu'elle ait été identifiée plus tard et fabriquée plus tard. J'arrive pas à trouver de données qui dit que la basilique d'Alençon, que l'église, puisqu'elle a été sacrée basilique par le pape, que l'église Notre-Dame d'Alençon, ben, apparemment c'est clair, c'est 1356 par Charles III au temps de la guerre de 100 ans. Est-ce qu'il y avait une église avant? J'ai pas pu trouver d'informations. Je pressens que oui. Parce que mes dates sont toutes alignées, sauf celle-ci. Et Jouy-le-Châtel, je dis, je sais pas si je le mets, il est proche de la ligne, on va l'ignorer un instant, et si on l'ignore un instant, ben, quand on dit Fontainebleau, c'est 12e siècle, ça peut être 1102, hein. On n'a pas la date. Donc voilà, en gros, les années pendant lesquelles cette ligne à 45 degrés a été établie. Pas mal comme information déjà. Bon, je vous cache pas, c'est que le début. On continue notre aventure. Là, autant les lignes à 45 étaient connues, les châteaux étaient connus. Le fait qu'on ait le même motif avec la croix de Nolan que Rennes-le-Château, ça, c'était pas connu. Bienvenue au club de ceux qui savent. Mais là, vous allez en découvrir une pas mal. Les fameuses lignes à 110 degrés. On va reprendre Google Earth. Et en fait, quand je travaillais sur ce modèle, j'ai passé pas mal de temps en rasemote avec Google Earth pour aller identifier quel château. J'ai suivi la ligne à 200 mètres d'altitude en essayant de repérer tous les châteaux ou les églises qui étaient d'importance et qui étaient sur cette ligne à 45. Et en faisant ça, ben, je me suis rendu compte, moi, bon français qui connais mal mon histoire, que, punaise, il y en a des châteaux dans la région. Hein.
Il y en a plus là que dans les Landes où je vis. Hein. Des châteaux dans les Landes, vous en avez compté sur les doigts de la main. Des châteaux dans cette région, à cause de la guerre de 100 ans, entre autres, à cause de la proximité de Paris, il y en a des multitudes. Et en les étudiant, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez extraordinaire. Si on prend ce château, le petit château de la Brosse, qui est situé sur l'axe, et qu'on va à Loury, qui est ici, Loury où il y a la plaque avec l'énigme, cette droite fait exactement 109,11 degrés d'inclinaison par rapport au nord. Hein, le nord, il est matérialisé par la ligne rouge, nord-sud. 90 degrés à droite plein est, et ben encore un peu plus, 109, on a cette ligne avec cet angle. Et puis j'ai remarqué que si on prend un autre château qui est ici, qui s'appelle le château des Boulards, et qu'on le relie à Ivres-le-Châtel, ce fameux château qui est à l'intersection de la méridienne de Saint-Sulpice et de la ligne A45, on a un angle de 109,87 degrés. Les lignes sont parallèles, à 0,7 degrés près. Sur des distances, le 0,7 degrés, sur des distances, on est en train de parler de la distance entre ces deux châteaux là de 72 km. 0,7 degrés. Ça aurait pu être une coïncidence. Mais alors du coup j'ai continué, ça a excité ma curiosité. Je vais dézoomer un petit peu. Entre le château de Bourron, qui est ici et qui n'est pas considéré comme étant sur la ligne rouge, et le château de Nogent-le-Roi, qui est ici, qui est très proche de ma verticale, mais elles ne sont pas dessus, cette ligne-là, elle fait 111,1 degrés. On est en écart de 1,5 degré par rapport aux deux autres. On voit que c'est très légèrement, elle est en train de remonter un peu au-dessus en termes d'angle. On en a deux autres, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Le château de la Chasse au nord de Paris, le château d'Ariba au nord-est de Paris, et on a un angle ici qui fait 110 degrés, 109,11, 109,9, 111, 110. Il y a une espèce de... Il y a quelque chose, il y a un mappage entre ces châteaux et l'angle qu'ils forment. On verra avec les dates, à la date à laquelle ces châteaux-là ont été construits pour fabriquer cet alignement de ligne bleue à 109, quelque chose, ou plutôt je pense que, encore une fois, entre l'architecte qui voulait qu'elle soit à 110 et la réalisation sur le terrain, mais ma moyenne elle tourne autour des 110. Je vais revenir au PowerPoint une seconde. On va regarder les dates maintenant. Donc, on a fait rentrer des châteaux comme Arribas dans l'équation. On a fait rentrer le château de la Chasse. On a fait rentrer le château de Nogent-le-Roi. Fontainebleau, on l'avait. Bourron, je viens de l'afficher. Boulard, je viens de l'afficher. Boulard, je m'en sers pas, pardon. C'est une erreur dans mon PowerPoint. Finalement, je l'utilise plus. La Brosse, on l'a utilisé. Yves-le-Châtel, on l'avait. Loury, on l'avait. Chambord, on l'avait. Et les basiliques. Regardez les dates encore une fois. 1150. Entre 880 pour Charlemagne qui fait mention du château fort sous le nom de Castle de Chassia, mais le château moderne 1207 tel qu'on le connaît. 1100, 950, 980. On se retrouve dans les mêmes dates de construction que les autres châteaux qui faisaient la droite à 45. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a un plan général? Un plan général qui nous dit que toutes ces constructions sont arrivées sur une période de 150 ans environ, et qu'il y a un design, et voilà le design. La question c'est, qu'est-ce que c'est que ce design? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il représente? Mais en tout cas, comme on disait avec Michael, on comprend pas, mais c'est bien là. C'est là. Et ça a été créé entre 1000 et 1100. Allez, on va dire ça comme ça. Bon. Alors... j'ai un peu travaillé des modèles, j'ai eu un peu d'intuition et un peu de chance. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait encore une basilique qui était hors cadre. Cette basilique-là, la basilique de Troyes, qui est très particulière. J'espère que, ouais, Google Earth, parce que j'ai des petits problèmes d'internet en ce moment, mais c'est bon, il est en train de refabriquer l'image. Il y a une basilique ici qui s'appelle la basilique Saint-Urbain, qui est ici. Et qui est situé en termes de distance à Saint-Urbain, 400 mètres de la cathédrale Saint-Pierre. De ce qu'on sait maintenant sur les cathédrales et les basiliques, ça veut dire que la cathédrale de Saint-Pierre, j'ai pas regardé la date, mais les cathédrales elles sont plus anciennes que cette basilique qui date de 1200, 1260 pour être précis. Ça veut dire qu'un pape a décidé de consacrer une église
et de l'élever au rang de basilique alors qu'elle est à 400 mètres d'une cathédrale. À l'époque, ces lieux faisaient concurrence pour avoir des fonds avec des pèlerins. C'est-à-dire que les cathédrales, les basiliques étaient censés avoir des reliques de saints. Et les gens venaient en pèlerinage voir les reliques de saints et laissaient une obole, laissaient de l'argent. Et c'était comme ça, entre autres, que les églises, enfin, surtout les cathédrales, les basiliques faisaient de l'argent. Là, on se met en concurrence directe. Et quand on va voir qui est ce monsieur Saint-Urbain, ben allons voir tout de suite qui est ce monsieur Saint-Urbain. La basilique Saint-Urbain de Troyes, et l'angle, ben c'est un spoiler. Cette basilique de Troyes, qui est à 400 mètres de la cathédrale de Troyes, initiée par Jacques Pantaléon. Vous connaissez certainement pas Jacques Pantaléon, et vous allez vite apprendre à le connaître. D'origine très modeste, son père est cordonnier. Il réalise une carrière ecclésiastique remarquable. Il occupe les charges d'archidiacre de Laon, ambassadeur du Saint-Siège, évêque de Verdun et... Ah, ça a attiré mon attention. Patriarche de Jérusalem. Pendant les croisades, quand les croisés ont pris possession des terres en Israël, que l'on appelle maintenant Israël, l'Église a considéré que cette région était un diocèse comme un autre. Il y avait donc le patriarche de Lyon, le patriarche de Hambourg, et il y a eu donc un patriarche de Jérusalem qui était en charge de tout ce qui se passait pour la vie catholique et religieuse à Jérusalem. On l'appelait le patriarche de Jérusalem tant que les croisés tenaient Jérusalem. Et après, il s'est installé à Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre, voilà, le siège s'écrivant ici. Après la prise de Jérusalem en 1187, le siège du patriarcat est transféré à Tyr puis à Saint-Jean d'Acre en 1191. Le patriarche retourne à Jérusalem lors de la restitution de la ville aux Francs, puis finit à Saint-Jean d'Acre jusqu'à la chute de Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre avait son propre évêché, mais les deux sont fusionnés en 1261. Et notre ami Jacques Pantaléon, fils de cordonnier, qui devient patriarche de Jérusalem, cerise sur le gâteau en 1261, quand sont fusionnés Saint-Jean d'Acre, l'évêché de Saint-Jean d'Acre et celui de Jérusalem. Qui c'est qui est élu pape? C'est lui, sous le nom de Urbain IV. Quelle carrière! Fils de cordonnier, et il finit pape. Waouh! Et il consacre cette église, qui prend son nom, l'église d'Urbain IV, soi-disant parce que l'église est située à l'emplacement de l'échoppe de sa famille où il avait vu le jour. Il construit il sacre une église. Il construit l'église, il la sacre. Alors moi je crois pas trop à l'histoire du cordonnier, et vous allez voir pourquoi j'y crois pas, à l'histoire que c'est à l'emplacement de l'échoppe de sa famille où il avait vu la tradition, il construit une basilique. C'est un peu très égoïste et très centré. Deux, trois petites informations en plus. Donc, il est là. Il était évêque de Verdun. Il est devenu patriarche de Jérusalem en 1255. Et il était pape en 1261. Et en 1260... Et il a construit l'édifice en... 1262. Voilà, la majeure partie est construite en moins de 30 ans, de 1262 à 1286. Donc, il est élu pape le 29 août. L'année d'après... L'année d'après, il fabrique une église qui consacre en basilique. Il avait le feu aux fesses, hein, le pape, pour faire ça. C'était urgent, apparemment. Deux, trois informations à propos du pape, justement. Alors, j'ai trouvé une très bonne, très intéressante documentation ici sur le site Percé à propos des bulles. Les bulles, c'est les proclamations des papes, c'est les lois que donnent les papes. Urbain, il a été très prolixe, hein, il en a fait des bulles. Et énormément qui protégeaient la compagnie du Saint-Sépulcre, qui n'est pas l'ordre des Templiers. Mais un ordre, il les a dispensés de tout, de dîmes, de taxes, de tribunal. Faut le lire, c'est super intéressant. Et puis sur Wikipédia, j'ai découvert que les papes avaient des cubiculaires. Je pense que vous n'avez jamais vu ce mot. C'est quoi un cubiculaire? C'est celui qu'on nommait aussi le chambrier, le responsable de la chambre à coucher du pape. C'est les fonctions bien distinctes ont été regroupées au début de l'époque moderne. D'abord, c'est des simples domestiques, fonctions cérémonielles, intendance, garde personnelle rapprochée. Et au fil des siècles, il bénéficie de fonctions de plus en plus importantes. Et étonnamment, ou pas, les chevaliers de l'ordre du Temple, donc les Templiers, sont commencés à occuper cette fonction auprès du pape Alexandre III, sans que leur nom soit cité. Et à partir du milieu du XIIIe, donc on est en 1250, les Templiers vont se succéder à cette fonction, pour certains à plusieurs reprises. Regardons ici à droite, Mont Urbain IV, il est ici.
et ses cubiculari, il en avait 3. Donc garde du corps, conseiller, prenant de plus en plus d'importance, et ils étaient tous les 3 chevaliers de l'ordre du Temple. Ce qui est intéressant, c'est que Clément V, qui s'est allié avec Philippe le Bel pour dissoudre l'ordre du Temple en 1307, il avait comme cubiculari un certain Olivier de Penne, qu'on retrouve ici à gauche. Olivier de Penne, arrêté, parfois confondu avec quelqu'un. Olivier Le Pen est devenu commandeur hospitalier après la dissolution de l'ordre. Donc c'était un templier de rang assez élevé. Il était quand même chambrier du pape, quoi. Hein. Et ben, il a retourné sa veste, et quand l'ordre est dissous, il a dû avoir une protection. Il est devenu commandeur hospitalier, puisque l'ordre des Temples a été reversé dans l'ordre hospitalier, qui est devenu l'ordre de Malte, qui existe encore. Donc on a un pape qui s'appelle Urbain IV. L'amour entre la papauté et les Templiers n'est pas encore érodé. C'est Clément V qui fout le bazar et qui dézingue l'ordre du Temple avec Philippe le Bel. Et on sait qu'au tout début de la création de l'ordre du Temple, le pape leur a donné à peu près les mêmes droits que Urbain a donné à la Compagnie du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire pas de procès, pas de taxes, pas de dîmes, vous êtes autonome, indépendant, et vous ne répondez qu'à moi et pas à la hiérarchie de l'Église. Intéressant. Donc reprenons notre Google Earth et repenchons-nous sur cette église, sur cette basilique, à 400 mètres d'une cathédrale. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une basilique ici? Soi-disant, là où était élevé le gamin futur pape, et que ses parents étaient cordonniers. J'y crois qu'à moitié. Hein. Devant cette église, vous voyez qu'il y a un parvis avec une croix. C'est intéressant parce que on a vu qu'on passait à travers des jardins, des motifs, et très souvent, on n'utilise pas en fait la structure qu'est l'église ou la basilique, on utilise, pareil dans Rennes-le-Château, le parvis devant. Alors allons-y, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré une ligne qui va de ce parvis, avec un angle de... Ah, je n'ai pas mis l'angle. 109,9 degrés. En fait, j'ai pas fait ça. Ça a été le résultat de mon constat. J'ai eu une espèce d'intuition, ou j'ai eu une idée. J'ai connecté cette église, cette basilique, je l'ai connectée à Oak Island. Et quand je connecte, j'ai juste pris le point à droite, c'est la basilique, je tire mon trait à travers la planète avec Google Earth, et j'arrive sur Oak Island, et je tente de connecter à quelque chose d'Oak Island. Et quand je tente de connecter à quelque chose d'Oak Island, et alors là, on était époustouflé avec Michael. Regardez la précision d'alignement de ma ligne orange qui vient de traverser l'Atlantique et la moitié de la France. La ligne orange, je l'ai juste connectée à un des points. E, D, Headstone, A, c'est pas grave. Elle est exactement alignée avec la croix de Nolan. Il n'y a pas 0,20 degrés de faute. Il n'y a pas 0,5 degrés. Il n'y a pas 1 degré d'écart. On est pile dessus. Alors ça nous a laissé sans voix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'inverse, qui ont pris la croix de Nolan, qui est ici, hein, qui ont tiré une ligne ici, là, en disant, bah voilà l'axe de la croix de Nolan, et c'est parti avec cet axe, 57 degrés et quelques, je traverse la planète. C'est pas bon, parce que si vous faites une erreur de 0,1 degré, sur des distances telles que 8000 km ou 6000 km, vous allez tomber à 60 km de votre cible. Ça marche pas. Il y a des gens qui ont essayé de prouver que la croix de Nolan, si on la tirait comme ça, on passe à travers Versailles et on arrive à Jérusalem, au Rocher du Dôme. C'est faux. Si on relie le Rocher du Dôme directement, on voit qu'on passe pas par ces points. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je recommence. Hein. On va revenir un tout petit peu en France. Juste pour qu'on se comprenne bien sur ce que je suis en train de faire. J'ai pris cette cathédrale, cette basilique, pardon, qui me semblait un peu suspecte. Pas suspecte, j'avais une intuition et j'ai croisé des documents et ça m'a donné l'idée. Et je lui fais prendre, d'une part, je la connecte à la croix de Nolan, et je me rends compte qu'elle est parfaitement alignée à la croix de Nolan. De plus, quand je mesure cet angle, par rapport au nord, on va remettre la carte au plein nord, on trouve 109,9 degrés. Toutes les sont 110 si vous voulez. Toutes les autres sont à 110. Ce n'est qu'une ligne de plus, qui est issue de la basilique de Troyes, la basilique Saint-Urbain, pape, commandeur des croyants à Jérusalem, ayant comme valet de chambre conseiller 3 templiers,
D'une part, on est parfaitement aligné avec la croix de Nolan. Je prends 3, je la mets 50 km en dessous, je suis plus aligné avec la croix de Nolan. Hein. On peut faire l'essai. Tiens, prenons tonnerre au pif. Hein, juste pour... On va prendre tonnerre. Je prends une ligne ici. Hop. Allez, tonnerre. Approximative. Et puis, c'est parti. On repart à Oak Island. Et on va voir le niveau d'alignement par rapport à cette croix de Nolan quand on fait ça, au pif. Là, je ne l'ai pas fait. Hein, le résultat risque de me contredire. Hein. Allons-y voir. Et là, l'alignement, vous voyez que ça dévie. Je suis sur E, je vais remonter un tout petit peu. Et vous voyez que déjà, sur NA, on n'est plus dedans. Laissez-moi zoomer. Je vais le prendre encore mieux pour qu'on le voit bien. Je le mets bien sur E. Et déjà, je suis off de quelques mètres par rapport à NA, par rapport à A. Je suis plus. La seule façon de le faire, c'est de partir de cette basilique et d'appliquer cet angle de 110 degrés. Ou plutôt, l'angle de 110 degrés, c'est une déduction que j'ai trouvée. Si je parle de la basilique et j'aligne la ligne orange parfaitement, alors... l'angle créé, c'est 110 degrés. Et cet angle de 110 degrés, je le retrouve 4 fois, indiqué par des châteaux qui ont tous été construits avant 1150. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire, très probablement, que le saint Urbain, là, Urbain le pape 4, il n'a pas positionné sa basilique par hasard à 400 mètres de la... D'ailleurs, si vous prenez la cathédrale, ça marche plus, on est en déviant. Il a positionné sa basilique de telle sorte qu'en utilisant un angle à 110 degrés ou 109.9, je vais vous expliquer pourquoi on doit avoir cette déviance, on arrive exactement à la croix de Nolan. Donc on peut continuer l'idée en se disant, mais alors, est-ce que c'est pas lui qui a demandé à ce que la croix de Nolan soit posée sur Oak Island? Puisqu'il savait où elle était, il savait l'angle, il savait exactement où c'était, il a conçu la basilique pour faire un témoignage de ça. Est-ce que... Il n'y a pas 40 hypothèses. C'est soit on lui a communiqué la présence de la croix de Nolan sur Oak Island en 1260 quand il a créé l'église et la basilique. Et on lui a dit, allez là-bas, trouve-moi l'angle et crée une basilique. Donc la croix de Nolan était là avant et lui il a juste connecté. Ou est-ce que, j'émets l'hypothèse, Urbain IV est à l'origine de la création de la croix de Nolan sur Oak Island. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'elle soit positionnée là, pour cacher quelque chose dont il était au courant à cette époque-là. Je vais le redire un peu plus tard, mais il y avait un épisode d'Oak Island, le dernier de la dernière saison aux États-Unis avant-hier. Il y a un archéo, je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui arrive à retracer l'histoire de date à partir de position d'étoiles. Il faut regarder l'émission, hein, elle va arriver en France dans un an ou deux, mais si vous avez le courage de le trouver sur les chaînes américaines, il explique que le positionnement des étoiles au-dessus d'Oak Island et la position de la croix de Nolan, mais aussi d'autres amoncellements de pierres, correspond à la carte du ciel au-dessus d'Oak Island en 1250. La basilique dont je parle, elle a été créée en 1260, 10 ans après. Ça pose question quand même. Bon. Et puis il y a une vieille légende qui dit que la connexion Oak Island, donc la croix de Nolan, jusqu'à Jérusalem et le dôme du rocher, passe exactement par Versailles. C'est pas vrai, je vous l'ai dit. Faites-le, vous verrez qu'elle passe à 50 km de Versailles. Seriez-vous surpris si je vous disais, le château de Versailles, il est ici, que cette croix, ligne orange, qui est exactement alignée avec la croix de Nolan, alors il faut que je dézoome parce que Google Earth, il n'aime pas quand on zoome sur des grandes lignes, elle est située à, on va le faire, hein, 75 mètres de l'axe principal de Versailles. 75 mètres de l'axe. Et elle est alignée sur... l'alignement, il est bon. Hein. L'axe de Versailles, il est à 110 degrés aussi. On va le calculer. Je prends l'axe, il va de là... Alors, il faut que je me mette dans... Il faut que je fasse ligne. Oui, j'ai la direction en degrés. Donc, je vais d'ici, et puis je prends le plein centre. On est à 111. Voilà, j'ai pas été très rigoureux quand je l'ai pris en haut. On va prendre un peu mieux, on va prendre le centre. Il doit être ici, le centre du cercle. Et puis, si je tire côté château... Voilà, sur l'axe, il doit être par là l'axe. 111,90. On n'est pas loin, on a 1 degré d'écart. 1,5 degré d'écart d'alignement par rapport à l'alignement de Versailles. C'est quand même troublant cette histoire. C'est troublant. Surtout quand on sait que, on suspecte que les fonds qui ont servi à payer le château de Versailles viennent de Rennes-le-Château. Enfin, c'est une théorie. Bon, on en est où? On en est donc, on a passé... Maintenant, cette ligne qui va de la basilique
c'est quelle ville? C'est Troyes, qui va jusqu'à Oak Island, qui est parfaitement aligné avec la croix de Nolan. Allez, on part à Jérusalem, j'en parle de Jérusalem depuis quelques temps. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Et donc, comme je le dis, la ligne de 110 degrés qui passe par Versailles, elle n'arrive pas au Dôme du Rocher, elle n'arrive pas à Jérusalem. Par contre, notre château de Chambord, qui est ici, si je lui applique le même raisonnement, et que je lui envoie une ligne à 110 degrés, Chambord, la ligne bleue, elle part à 110 degrés à droite. Vous le voulez ou vous le voulez pas, c'est ainsi. On arrive exactement 110 degrés. On arrive exactement au Dôme du Rocher. C'est celle-là de ligne qui compte. C'est pas Versailles qui est en jeu. Versailles était construit tard. C'est Chambord qui était construit très tôt, qui pointe sur les mêmes alignements parallèles, 110 degrés, vers le Dôme du Rocher. Donc la connexion avec Jérusalem, elle est ici. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je comprends pas les implications. Mais notre modèle, il est ainsi fait, il est comme ça. Il n'y a pas de corrélation directe entre Oak Island, Versailles et Jérusalem. Il y a un écart de 300 de combien? Il y a un écart de combien d'ailleurs en kilomètres? Vu que les lignes sont parallèles, c'est juste un offset, hein. Il y a un écart de... Ici, il y a un écart de 148 km. Vous ne pouvez pas tomber sur le Dôme du Rocher avec 148 km d'écart sur les mêmes lignes qui font 110 degrés. Donc celle-là, elle fait exactement 109,52. 109,52, pas 110. Toute petite erreur de 0,5 degrés. C'est incroyable, hein, que toutes ces lignes soient parallèles, modélisées par des châteaux, et qui atteignent des points très très intéressants dans nos recherches. On continue? Parce que c'est pas fini. Je vous avais promis qu'il y avait des choses intéressantes. La fontaine de Rochefoucauld. Idée que j'ai eue après, j'ai dit, bon, on a l'habitude maintenant, dans cette histoire, d'avoir des bissectrices. Alençon, le point d'Alençon, c'est la bissectrice qui va couper en deux toute cette géométrie. Les bissectrices, on les retrouve quand on crée une croix de Nolan sur n'importe quel angle de 80 degrés. Il faut en tracer la bissectrice pour avoir les deux angles de 40. Et qu'est-ce que c'est une bissectrice? C'est une mesure cachée. Quand je regarde un angle, par exemple quand je regarde cet angle rouge vertical et à 45, je vois bien les deux branches de l'angle. Je ne la vois pas, la bissectrice. Je dois la déduire intellectuellement. C'est un message caché. Traçons la directrice qui part du château de Chambord et qui coupe cet angle et qui doit se positionner au milieu de chacune des lignes bleues et qui doit les taper perpendiculairement normalement. Donc je prends du point de Chambord, je vais vous zoomer sur Chambord parce que Chambord ça commence à être un peu... c'est l'embouteillage à Chambord, hein. Et vous voyez que c'est pas le château qui compte à Chambord, c'est la petite église. C'est le clocher de la petite église qui, elle, date, je pense, des premières constructions en 900, pas du château moderne. Donc je prends cette bissectrice qui coupe l'angle en deux, qui arrive plus ou moins perpendiculairement sur les lignes bleues parce que j'ai des petits écarts de 1 degré à gauche à droite. Et cette ligne, elle finit où? Quand j'ai trouvé ça, j'étais mort de rire. Ça, c'est le Louvre, qui, avant d'être un musée avec sa pyramide ici à droite, était un château. Un vieux château, le Louvre, j'ai oublié de le dater celui-là. Et on part exactement sur le dernier octogone qui est au bout du jardin du château du Louvre. C'est pas mal, hein? On n'est pas loin du Sacré-Cœur, mais on le touche pas, donc j'en parle pas. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ah, ça y est, j'ai Google Earth qui rame. Hop, allez, on remonte. On prend de l'altitude. Mais là où on est tombé de notre chaise avec Michael, alors là, je vais vous dire, là, accrochez-vous. Hein. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous une seconde. Cette bissectrice, donc, de ces angles, vers le nord, elle part sur le jardin du château du Louvre, et vers le sud, et alors là, quand on a vu ça, on est tombé de notre chaise. Je descends sur ce point qu'on connaissait déjà, parce qu'on a travaillé dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Le château des Rochefoucauld. Et oui, les revoilà dans la danse. Et qu'est-ce qu'il y a au château des Rochefoucauld qui est si particulier sur le terrain devant? La fameuse fontaine des Rochefoucauld, qui est désaxée, hein. Et la fontaine de Rochefoucauld, elle est ici. Et ma ligne, elle passe à... allons-y, juste pour rire. 3 mètres. Alors, il faudrait que j'arrive à capter le point central. Hop. Allez, on est à 1,80 m de la fontaine de Rochefoucauld, sur cette ligne qui est la bissectrice de ces angles, formés par des châteaux, mis en œuvre entre 950 et 1050.
Et pour lequel alignement, si on part de la basilique, créée par le pape, Urbain IV, et qu'on suit le même alignement, on tombe non seulement sur Oak Island, ce qui est déjà extraordinaire, mais en plus on est exactement aligné avec la croix de Nolan, qui est encore plus extraordinaire. Waouh! Donc, on a Rochefoucauld qui est connecté à tout ça. Sachant que le château de Rochefoucauld, lui, date de 1077. Allez, on est encore dans la bonne zone. Sachant que Rochefoucauld, si vous avez suivi mes vidéos, il y a le Graal de Rochefoucauld qui parle d'Oak Island. On est en plein dedans. Alors, quand on regarde et qu'on se penche un peu sur les Rochefoucauld, il y a le blason des Rochefoucauld, les armoiries, qui est très intéressant. Et je l'ai vu plusieurs fois, mais jamais il y a eu... J'ai pas de piste là-dessus sur Oak Island ou sur quoi que ce soit. Mais ce blason, ces armoiries, qu'est-ce qu'on constate? Ces 3 chevrons, ça s'appelle des chevrons, qui ont des angles à 90 degrés. 90 degrés, c'est des angles droits, les chevrons rouges. Et on a 5 lignes bleues et 4 lignes blanches. 5 lignes bleues, 4 lignes blanches, 3 chevrons. Ça, c'est les armoiries de la famille Rochefoucauld. Une petite faute. C'est une des plus vieilles familles de France, hein, qui a participé à toutes les guerres, aux croisades, tout ce que vous voulez, ils y étaient. Il y a eu des amiraux, des cardinaux, il y a eu tout ce que vous voulez. Et bien en fait, si on regarde ce schéma ici, j'ai inversé l'image Google Earth. Je l'ai mis à l'envers. Et j'ai tracé les chevrons. Je vous le montre. Hop, pardon. Je vous le montre sur Google Earth. Donc ça, c'est mon image telle qu'on était resté. Et je me suis dit, cette bisectrice blanche qu'on vient de tracer, c'est aussi la bisectrice de chevron à 90 degrés. Hop et hop. C'est mes lignes mauves là. Donc on a un angle à 90 degrés, donc encore une fois la ligne blanche est la bisectrice. Et qu'est-ce que j'ai au final? Et je vais revenir sur le PowerPoint. J'ai mon chevron numéro 1, j'ai un chevron à 90 degrés, et j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 lignes parallèles. Et la 4e ligne parallèle, c'est celle qui pousse vers Oak Island. Si je me remets un petit peu en dézoom, j'ai l'un chevron principal, et 1, 2, 3, 4, 5 lignes bleues, j'ai mes 5 lignes. Et la 4e, 1, 2, 3, 4 lignes blanches, la 4e, c'est celle qui part vers Oak Island. Un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette géométrie étant, allez, sacrée ou très importante, pourquoi les Rochefoucauld l'ont pas utilisée, codée, cryptée, dans leurs armoiries de famille? Puisqu'on est bon sur les dates, hein, on est en 1050, 1070, tout ça c'est arrivé pendant cette zone temporelle. Alors, 2 remarques sur cette ligne mauve qui représente le chevron, qui représenterait le chevron. C'est des coïncidences, mais elle passe juste à côté, encore une fois, de notre basilique Saint-Urbain, ici. Elle passe ici. On est à combien de mètres? On est environ à 650 mètres. Bon, imaginez la précision qu'il fallait à l'époque pour qu'on... Et puis ce point n'existait pas. Ce point était que la basilique a été créée en 1260. Donc il n'y avait pas de point de repère. Elle a été créée ici. Et encore plus étonnant, énorme clin d'œil à ceux qui connaissent bien Rennes-le-Château. On sait que dans Rennes-le-Château, on a des écrivains célèbres français, Victor Hugo, Maurice Leblanc, qui ont codé une partie de l'énigme de Rennes-le-Château et de la solution dans leurs livres. Penchez-vous sur des sites web pour découvrir ça si ça vous intéresse. Et notamment Maurice Leblanc dans Arsène Lupin. Dans un des Arsène Lupin, un des romans qui s'appelle L'Aiguille creuse, sur lequel il y a énormément de références à Rennes-le-Château et à son paysage. Et bien cette ligne gauche, elle arrive où? Ben oui, elle arrive à Étretat. Elle arrive, l'aiguille, elle est là, hein, l'aiguille creuse, elle est blanche, elle est là, la falaise, et l'aiguille creuse, elle est là. Et on est encore une fois pas très très loin, à quelques centaines de mètres de l'aiguille. Je ne sais pas si c'était voulu, je ne sais pas si c'est une coïncidence, je ne sais pas si Maurice Leblanc est au courant de tout ça, mais c'est là, c'est ainsi. On continue? Parce que j'ai pas fini. On va maintenant parler de Saint-Honorat. Alors, pour les Français qui vivent dans le sud de la France, vous devez connaître Saint-Honorat. Et j'ai fait une vidéo YouTube intégrale en anglais à l'époque, bien avant que je lance la chaîne en français, qui parlait justement de cette île particulière, l'île aux 7 chapelles. C'est d'ailleurs un viewer français qui suivait mes chaînes en anglais à l'époque, puisqu'il y avait que ça. Je lui fais un petit coucou à François. Qui m'avait indiqué, dit penche-toi un peu sur cette île là, parce qu'il y a quelque chose de particulier, et en fait on parle de l'abbaye de Lérins, qui est sur l'île de Saint-Honorat, juste en face de Cannes, sur lequel un gros château médiéval fortifié avait été créé, et cette abbaye avait 2-3 particularités qui nous avaient intéressés. C'est une très vieille abbaye,
qui dépendait en termes de commanderie de Séborga. Séborga, c'est selon la légende là où la bibliothèque des Templiers de tous leurs faits est cachée. Bon, ça c'est des légendes. Il faudrait regarder la vidéo en anglais, je ne vous l'ai jamais traduite en français celle-là. Et ces moines, dans cette abbaye de Lérins, avaient alors je sais pas où, dans la sacristie ou dans la salle à manger, je sais plus, une représentation de la scène de Vinci, de Da Vinci, ce qui est particulier dans une abbaye quand même. Allez, Da Vinci. Da Vinci, by the way, Da Vinci sur le château de Chambord, qui a fait l'escalier à double hélice, extraordinaire. Tiens, Da Vinci dans Chambord, on y retourne. L'abbaye de Saint-Honorat. Donc c'est Saint-Honorat qui a fondé l'abbaye au IVe siècle. C'est pas neuf, hein. Alors c'est très particulier, je vous l'ai traduit de la vidéo en anglais que j'avais fait. Les pèlerins qui se rendaient à Saint-Honorat, à Lille, entre l'Ascension et la Pentecôte, recevaient les mêmes indulgences que s'ils avaient fait leur pèlerinage à Jérusalem. Ah, c'était quand même pratique, hein. Il n'y avait pas besoin d'aller à Jérusalem pour faire le pèlerinage, il suffisait d'aller à Saint-Honorat, entre l'Ascension et la Pentecôte. Ils s'embarquaient à la pointe de la presqu'île de Cannes, où se dressait une petite croix qu'on appelait la Croisette, et c'est de là que vient la Croisette à Cannes. Ça vient de cette petite croix où les pèlerins partaient sur l'île de Saint-Honorat. Et arrivé sur l'île, il fallait faire le tour pieds nus en s'arrêtant dans chacune des 7 chapelles. Elle est particulière cette île, hein. Prestigieuse, 4e siècle. Et on dit qu'il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem pour faire le pèlerinage, il suffit d'aller sur cette île. Voilà un plan de cette île qui est disponible par la mairie de Cannes, je crois que je l'avais trouvé. Et en fait, encore une fois, j'avais trouvé à l'époque, en la renversant, en mettant l'île à l'envers, on récupérait des coïncidences très prometteuses entre des chapelles et des projections de la croix de Nolan, etc. Il y avait pas mal de points qui correspondaient à notre modèle. Donc ça m'avait attiré l'œil. Enfin, c'est François, merci encore François, qui avait attiré mon œil. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose qui pour moi est tout aussi incroyable. Donc elle est où cette île? Elle est ici. Hop, au large de Cannes, l'île du Lérins, et à côté c'est l'île Marguerite, je sais plus, l'île Sainte-Marguerite. Et on parle de celle d'en bas, ici, avec sa construction fortifiée qui est ici, la forteresse de Saint-Honorat, qu'on voyait en photo, et puis les chapelles. Si on prend la chapelle le plus à l'est, et qu'on tire une ligne directement sur Oak Island, alors je suis allé fort, hein. La ligne blanche là, elle part de Saint-Honorat, et elle va sur Oak Island. Alors là, Google Earth, il est perdu le temps qu'il rafraîchisse. Regardez la ligne blanche où elle atterrit sur Oak Island. Hein, je l'ai mis atterrir. Alors, c'est moi qui l'ai voulu. Hein. C'est moi qui ai pris le point à gauche, c'est la chapelle de Saint-Honorat. Le point à droite, pardon. Et le point à gauche, c'est mon ancre nord. C'est une ancre, North Anchor. C'est comme ça que le décrit la carte de Zina. C'est une ancre. Donc, je l'ai collé là-dessus. Ah, j'ai plus l'alignement à 110. Hein, ça marche plus. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Mais si je fais cette ligne-là, si je l'établis entre Saint-Honorat et Oak Island, je vais vous montrer un truc qui est hallucinant. En tout cas, qui nous fait halluciner avec Michael. Je suis obligé de redézoomer. Désolé, hein, on voyage. Hop, oula, on va voyager un petit peu loin, là. On va retourner ici. Donc, c'est la ligne blanche qu'elle a. Elle va de Saint-Honorat, elle atterrit sur... Je l'ai fait atterrir volontairement sur la croix de Nolan. Vous vous rappelez de la fontaine des Rochefoucauld? Vous vous rappelez de la fontaine du château de Rochefoucauld? Elle est ici. Et mon point d'intersection, il est juste là. Combien on a de distance entre cette ligne qui va de Saint-Honorat à Oak Island avec ce point qui est à côté de la fontaine de Rochefoucauld? On a 200 mètres. Et particularité supplémentaire, mesurer, calculer, l'angle de la bissectrice qu'on a trouvée tout à l'heure, qui est issue du château de Chambord et qui va au château du Louvre, avec cette ligne qui va de Saint-Honorat à Oak Island, il est précisément et exactement de 90 degrés. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences sur des spots, sur des endroits qui ont toujours eu des échos ou une résonance vis-à-vis de Rennes-le-Château ou d'Oak Island. Les Rochefoucauld, le Graal de Rochefoucauld, les Rochefoucauld, la carte de Zina Alper, Monsieur François Rochefoucauld, les Rochefoucauld, l'amiral qui va combattre contre Hanson quand il fait la grande expédition, l'amiral, comment il s'appelait, j'ai mangé son nom, ça va me revenir, le duc de... j'ai même appelé la mairie pour savoir, il y avait 2 noms et pourquoi. Le duc d'Anville, voilà, j'avais appelé la mairie d'Anville. Donc voilà où on en est dans notre géométrie. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Est-ce que ça suffit pour aujourd'hui? J'ai encore un tout petit truc, mais on regardera après.
Voilà la géométrie complète de ce que l'on a découvert en 2-3 semaines. J'ai montré ça à Michael, il est assez stupéfait. Ça veut juste dire qu'il y a une volonté là de coder quelque chose avec ces lignes à 110, que les Rochefoucauld sont impliqués, que cet Urbain 4 est impliqué, que ça parle d'Oak Island cette histoire, que Oak Island c'est pas une histoire de pirate, que Oak Island ça date. Alors j'y reviens maintenant. On va y revenir avec la dernière slide, celle-ci. Je vais un peu zoomer pour que vous y voyez un peu mieux. Là. On peut faire un peu mieux en zoom. Donc, épisode d'Oak Island d'il y a 2 jours sur la télé américaine. Un astrogéographe, on va dire ça comme ça, italien, qui explique la position des étoiles au-dessus d'Oak Island au moment où tout a été posé, les pierres de la croix de Nolan et autres, et les triangles de pierre découverts par Fred Nolan aussi. Date de 1250. La basilique, elle date de 1260. Créée par quelqu'un qui était pape à Jérusalem et qui avait des Templiers autour de lui. Vous pensez qu'il est... C'est une pure coïncidence tout ce que je viens de vous montrer? Ou le fameux Saint-Urbain, il est impliqué? Est-ce que c'est pas Saint-Urbain qui est derrière la création d'Oak Island? Ce qui veut dire qu'Oak Island c'est 1250, avant évidemment Christophe Colomb, et qu'il y a un sacré paquet de monde qui s'intéresse à cette île depuis. Il y a eu des vagues anglaises, françaises, pirates, qui sont servies, utilisées, vues cette île. Et là on vient finalement de réétablir les connexions entre Oak Island, Rennes-le-Château et tout ce que j'avais mis en titre. Si on revient au titre de la vidéo, Versailles, il est dedans. Les Rochefoucauld et le château sont dedans. Le château de Chambord, c'est clair. Fontainebleau, avec en plus le petit jardin de Diane. On continue Saint-Honorat, l'île. Jérusalem, on connaît avec le dôme du Rocher. Le Louvre et son jardin qui est connecté à la Bissectrice. Saint-Sulpice qui me donne le méridien sur lequel le château d'Hiver est installé. Et j'en passe et des meilleurs, j'en ai oublié 2-3 dans ma liste. Voilà, je pense que personne n'avait jusqu'à présent fait une telle connexion entre tous ces sites. Pour moi, elle est, comme dit Michael, on ne comprend pas, mais elle est là, c'est ça. Et ça permet peut-être de focaliser sur la date de création d'Oak Island et sur qui est derrière tout ça. Des Templiers? Peut-être pas, parce que on a tendance à penser manichéennement, c'est les Templiers ou rien. Il y avait des influences, c'est peut-être un groupe de personnes parmi lesquelles il y avait des Templiers, mais pas que. Et les papes à l'époque étaient plutôt pro-Templiers, surtout quand Jérusalem était encore dans la papauté. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'était une vidéo assez longue, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'il y a du grain à moudre. Les cryptologues, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que je vais m'y mettre à travailler sur cette stèle pour comprendre son implication dans notre géométrie, parce que je pense que c'est lié. J'avais commencé des travaux, mais on n'en est que là. Et puis surtout, je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, ça nous motive. Et puis une vidéo en anglais dans 10 jours, la même. Allez, à bientôt, bonne soirée à tous, au revoir.